Bienvenue à Motherhood Unfiltered Podcast. Ici, on crée le village dont chaque maman a besoin. C'est un espace de ressources, de partage et de soutien pour la maternité et le bien-être. Rejoins la communauté où la maternité est vécue et célébrée ensemble et sans filtre. Bon épisode! Aujourd'hui, je suis vraiment contente parce qu'on parle d'un sujet qui est tellement important, qui me fascine beaucoup, puis qui a joué un grand rôle aussi au niveau de ma grossesse puis mon postpartum, puis je trouvais ça vraiment important d'en parler. Et je parle de la physiothérapie en santé pelvienne et périnéale. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Bianca de BDG Physio, qui est membre de l'Ordre des physiothérapeutes du Québec, et qui va venir nous aider à démystifier, décortiquer un peu c'est quoi tout ça, puis nous aider à voir plus clair dans tout ça. Donc, allô Bianca, bienvenue sur le podcast. Allô Ariane, merci de me recevoir. Je suis vraiment contente d'être là. Bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Puis, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux me donner une meilleure idée de c'est qui Bianca, c'est quoi ton parcours, d'où tu viens? Parce que je le connais un peu, ton parcours, puis je le trouve super inspirant. Puis j'aimerais ça que tu le partages avec les auditrices. Ah ben, avec plaisir. Moi, c'est Bianca à la base. Je suis physiothérapeute en rééducation périnéale et pelvienne, aussi en orthopédie sportive. Puis dans le fond, moi, j'étais gymnaste quasiment toute ma vie. Maintenant, je suis retraitée. Mais c'est vraiment la gymnastique qui m'a donné la passion pour le corps humain, pour le mouvement. J'ai vraiment découvert mon corps via la gymnastique. Puis ça m'a permis d'étudier aux États-Unis sur un scholarship à l'Université de la Floride, où est-ce que j'ai étudié en kinésiologie, donc la science du mouvement. Oui. Donc, j'ai continué à explorer ma passion pour le mouvement, le corps humain là-bas. Puis ça m'a permis de vraiment compétitionner dans un sport, typiquement un sport individuel, la gymnastique, mais dans un format équipe. Puis c'était vraiment une expérience spéciale pour moi, où est-ce que j'ai vraiment vécu, c'était quoi une solidarité féminine. Et c'est là que j'ai découvert où j'ai pu continuer à explorer ma passion, oui, pour le corps humain, mais aussi pour soutenir les femmes en général. Donc, la gymnastique a vraiment eu un impact super important dans ma vie en général, pour qui je suis aujourd'hui, mais aussi sur ma carrière en tant que physiothérapeute en rééducation périnéale, surtout dans le domaine de la santé des femmes. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu comme aux premières loges, soit les gymnastes autour de toi, ou quelque chose que tu as vécu, que tu t'es dit « Hey, moi, la physiothérapie, vraiment en santé pelvienne et périnéale, ça me parle », ou c'est juste au fur et à mesure vraiment l'intérêt pour le sport ou le corps humain, en fait? C'est intéressant parce que, oui, en gymnastique, il y a beaucoup de dysfonction périnéale, surtout chez les adolescentes sportives. L'inconscience urinaire peut aller jusqu'à à peu près 45 là, ce qui est une prévalence qui est énorme. Puis ça, c'est chez les adolescentes, donc typiquement des femmes qui n'ont pas eu d'enfant encore, pas de grossesse, pas d'accouchement. J'étais gymnaste, des fois on avait des incontinences urinaires, d'autres dysfonctions, mais pour nous, c'était normal dans ce temps-là. Parce que tu fais de la gym, tu sautes, tu fais pipi à la trampoline, etc. Jusqu'à l'université, tu sais, une de mes super bonnes amies à l'université, elle faisait sa routine au sol, puis à chaque fois qu'elle punchait à sa dernière ligne, il y avait du pipi, tu sais, quasiment partout sur les tapis. Puis ça, c'était de 2012 à 2016. Puis on riait de ça, on trouvait ça tant drôle. Ouais. Donc la gymnastique, tout ce qui était dysfonction périnéale, c'était hyper présent, mais je savais pas que c'était pas normal. Jusqu'à temps que je commence à étudier en physio. J'allais en physio pour tout l'aspect physio-sportif. Je voulais suivre les équipes. J'avais eu quelques blessures dans ma carrière, donc j'avais eu des physios sur mon équipe. Je trouvais ça super beau comme carrière. Et quand je suis allée étudier en physio, il y avait un cours qui démontrait les différents parcours en physiothérapie, différentes spécialités, qui étaient un peu moins connues. Puis je me rappelle la professeure Claudia Brown, qui est une pionnière en santé pelvienne au Canada, est venue nous parler de la santé pelvienne. Puis à ce moment-là, aïe, ben oui. Puis vraiment pour l'aspect de la santé des femmes. Oui. Et pendant ce moment-là, je me rappelle exactement où est-ce que j'étais. Puis je me disais, waouh, toute ma vie en gymnastique, c'était partout. Fait que ça a vraiment fait ça l'a rassemblé un peu, Exactement, ça m'a fait réaliser beaucoup de choses. Puis c'est à ce moment-là, dans mon parcours d'études en physio, que j'ai réalisé que je voulais vraiment pousser en santé pelvienne. Mais pas seulement santé pelvienne, parce que moi,
j'étais gymnaste, donc j'étais athlète toute ma vie. Je voulais vraiment aider cette population-là, les femmes actives, les athlètes féminines, dans tout ce qui est santé pelvienne. Fait que la clientèle que j'adore travailler avec, c'est vraiment tout ce qui est les athlètes féminines, les femmes actives qui ont des besoins en santé pelvienne. C'est ça ma passion, c'est ça ma mission de vie. Je suis tellement passionnée de ça que l'an prochain, je commence un doctorat là-dedans. Fait que je vais évidemment continuer à travailler en clinique parce que j'adore ma pratique clinique, mais j'ai le besoin de continuer à contribuer à l'évolution de nos connaissances par rapport à tout ce qui est santé pelvienne, surtout chez les athlètes féminines. Donc, c'est un parcours que je commence dès l'an prochain. Là. Félicitations, j'adore ça. Puis, oui, je te suis aussi sur les réseaux sociaux, puis c'est ça, tu es Bianca, physiothérapeute, mais aussi, j'adore que tu veux toujours aller de l'avant, puis les dernières recherches, puis tout ce qui est justement les avancements au niveau de la physiothérapie. Je trouve ça vraiment cool. Puis, je voulais te poser que pour quelqu'un qui ne connaît pas cet aspect de la physiothérapie-là, tu sais, souvent, on pense, justement, je suis blessée au genou, j'ai mal en quelque part, je suis allée voir une physio, mais je te dirais que c'est un peu plus méconnu, cet aspect-là de la santé pelvienne. C'est quoi un plancher pelvien? Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi son utilité? Puis, c'est quoi le rôle du physiothérapeute un peu là-dedans? Qu'est-ce que le physio peut faire pour aider là, dans tout ça? Oui, super bonne question. J'ai apporté mon bassin pour cette partie-là. Donc, ça, c'est un bassin typique d'une femme. Fait qu'on le voit du devant. Donc, devant, ici, on aurait nos os du bassin, les os de hanche. Ici, on a la symphyse pubienne. En bas, on a les ischions. Et donc, les os de fesses, quand on s'assit sur une surface dure, c'est ça qu'on ressent. Et derrière, on a le coccyx et le sacrum. Fait que tout ce qui est à la base du bassin, pour ceux qui sont en train d'écouter, mais ils ne voient pas la vidéo, oui, c'est vrai. Tout ce qui est à la base du bassin serait le périnée. Puis ici, tout ce qui est rouge, c'est tous les muscles du plancher pelvien. Fait qu'ils vont de la symphyse pubienne, vont s'attacher aux ischions et ensuite derrière, coccyx, sacrum. Et ça forme vraiment la shape d'un hamac ou d'un bol. Et ça donne, entre autres, un des rôles principaux des muscles du plancher pelvien, qui est le soutien des organes. Donc, on aurait la vessie ici dans le milieu, devant. Derrière, on a l'utérus, merci, et le rectum. Et c'est pour cette raison-là qu'on voit beaucoup de femmes enceintes en rééducation périnéale, parce que bébé va mettre une pression graduelle pendant 9 mois vers le bas. Donc, le rôle de soutien des organes est super important chez la femme enceinte, mais aussi chez les personnes qui font beaucoup d'activités physiques, des sports à impact, etc. Le plancher pelvien aussi a un rôle dans tout ce qui est continence. Donc, si on a une bonne fonction des muscles du plancher pelvien, on peut bien retenir notre pipi, nos selles quand on veut, et ensuite de ça, pouvoir aller faire pipi à la selle comme on veut aussi. Le plancher pelvien a un rôle dans tout ce qui est sexualité, super intéressant. Et quand je parle du soutien des organes, le plancher pelvien soutient aussi tout ce qui est bassin. Tu sais, quand on parle de douleur, que ça soit périnéale ou douleur bassin, bas du dos, sacro-iliaque, symphyse pubienne, surtout chez les femmes enceintes, le plancher pelvien va avoir un rôle dans tout ça. OK, c'est intéressant ça, tu vois, je ne savais pas. Ouais, et finalement, le plancher pelvien a un rôle dans tout ce qui est core. En français, on va dire unité interne. Ça, je te dirais que c'est mon rôle préféré du plancher pelvien. Donc, le plancher pelvien fait partie du fameux core. Le core qui est un cylindre à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur du tronc. Cette partie-là, là, mais Exactement. L'intérieur. Là. Exactement. Et les muscles du plancher pelvien forment toute la base de ça. Tu sais, quand on pense à plancher pelvien, on pense peut-être à un muscle, mais c'est un groupe de muscles. Tu sais, ça peut aller jusqu'à 16 muscles, ça dépend à qui qu'on demande, quel chercheur, etc. Mais il y a plusieurs muscles qui font partie du plancher pelvien. Il y a 3 différentes épaisseurs. Donc, c'est vraiment une partie du corps qui est complexe, mais c'est la partie du corps qui me passionne. Oui, c'est fascinant, c'est vraiment fascinant. Ouais. Puis, tu sais, même en physio, à la base, à l'école, on apprend tout ce qui est... blessure ou dysfonction de la tête aux pieds, mais c'est comme si pendant nos études, on skip le bassin, on skip le périnée, en fait. Puis ensuite de ça, il faut aller faire des cours spécifiques sur la santé pelvienne si on veut se spécialiser là-dedans. Donc, on essaie de changer ça de plus en plus dans tout ce qui est curriculum universitaire parce que le périnée, ça fait partie de tout le corps et on devrait l'adresser comme ça. Oui, parce que c'est central, là, veux pas. Puis aussi, on parle souvent des femmes enceintes pour le plancher pelvien, mais est-ce que, à quel moment on devrait consulter ou
c'est quand qu'on devrait être au courant de notre santé pelvienne? Est-ce que quelqu'un qui veut pas d'enfant, c'est pertinent? Est-ce que à l'adolescence, dans la vingtaine, y a-t-il un moment précis qu'on devrait plus se préoccuper, si on veut, du plancher pelvien? C'est une super bonne question, puis je dirais tout le long de la vie d'une femme. Ouais. Ça devrait faire partie de l'éducation à la sexualité chez les jeunes femmes. En ce moment, moi, je travaille avec des jeunes gymnastes. C'est une collaboration avec un club de gymnastique. Dans ces sports-là, il y a beaucoup de dysfonction périnéale. Oui. Donc, c'est sûr qu'ils devraient être éduqués par rapport à leur santé pelvienne. Évidemment, tout ce qui est santé périnatale, donc enceinte en postpartum. Oui. Enceinte, on recommande de consulter en rééducation périnéale. C'est une recommandation de base de l'Association des gynécologues obstétriciens du Canada de consulter mi-deuxième trimestre. Même si tout va bien, même s'il n'y a pas de symptômes, pour tout ce qui est prévention. Tellement. On va pouvoir en parler un peu plus tard, là, mais les évidences scientifiques par rapport à la rééducation périnéale pour les fuites urinaires, c'est amazing. Oui, puis je me souviens que tu disais dans une vidéo que j'avais écouté que, justement, les fuites urinaires, c'est pas parce que c'est commun que c'est normal. Tu sais, on dirait qu'on a comme ça, j'ai éternué, j'ai fait pipi, mais dans le fond, comme la gymnaste, que tout le monde trouvait ça un peu drôle, mais dans le fond, c'est pas normal. Tu sais. C'est pas normal. Puis, ce que j'aime dire, c'est normalisons la discussion par rapport aux fuites urinaires, par rapport aux dysfonctions périnéales, mais normalisons pas les symptômes. Oui, tellement. Puis c'est quoi l'impact de fait de consulter, mettons, en rééducation périnéale et pelvienne pour après la grossesse? Qu'est-ce que ça peut éviter, mettons? Qu'est-ce que ça peut faire? Ou aider, là, en fait, là? Oui. En fait, je vais continuer sur l'idée de enceinte parce que ça va dans le postpartum. Oui, 100%. Fait que, de consulter en rééducation périnéale enceinte, ça l'aide surtout à diminuer tout ce qui est incidence de fuite urinaire. Fait que quelqu'un qui va faire une rééducation enceinte, ça va diminuer les risques à peu près de 50% de fuite urinaire enceinte, mais même en postpartum. Fait que jusqu'à à peu près 35% en postpartum. Fait que de faire une rééducation en mode prévention va aider même au postpartum. Fait que c'est super intéressant de consulter dès la grossesse. Puis en postpartum, évidemment, ça l'aide à diminuer les fuites, ça l'aide tout ce qui est traitement de descente d'organes, tout ce qui est douleur périnéale, douleur symphyse-pubienne autour du bassin. Ça l'aide pour le retour aux relations sexuelles en postpartum. Il y a plein de raisons, évidemment, pour faire une rééducation périnéale. Puis, j'aime parler des études scientifiques. Oui, ça fait partie de mon bagage de philo. Mais je crois qu'il y avait une question que tu avais pour moi, c'était les données probantes pour tout ce qui est fuite urinaire. J'adore ces questions-là. En fait, juste pour la mettre au clair, c'est quoi les données probantes du fait, mettons, si on fait de la rééducation périnéale qui peuvent aider par la suite là, à ne pas avoir de fuite urinaire? Là. Absolument. Quand on parle des évidences scientifiques, on parle aussi de différents... un système de critères ou de grading. Puis les évidences scientifiques pour éducation périnéale, ça inclut souvent l'entraînement des muscles planchers pelviens et d'évidence A1. Ce qui veut dire c'est le niveau d'évidence le plus haut que tu peux avoir dans tout ce qui est domaine scientifique. Wow. Ça veut dire c'est vraiment béton. Les preuves scientifiques sont béton par rapport à la rééducation périnéale pour les fuites urinaires. C'est pour ça que j'adore ma job. Oui, j'aime santé pelvienne, santé de la femme, mais les traitements sont efficaces. Nos patientes nous rapportent des réussites de traitement, de l'amélioration quand même rapidement. Elles sont super contentes de voir l'impact des exercices, l'impact du traitement sur leur santé. Et nous, ça nous fait plaisir d'entendre ça puis de voir l'impact direct sur l'évolution de nos patientes. Fait il y a beaucoup d'évidences qui démontrent la pertinence, le besoin de faire des exercices de plancher pelvien, tant enceinte et en postpartum. Puis aussi, tu sais, on oublie un peu cette partie-là de la population des femmes, là, mais en ménopause aussi. Oui, OK. Oui, il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome génito-urinaire de la ménopause. OK. C'est beaucoup de symptômes en lien avec la ménopause, changement hormonal. Exactement. Et il y a beaucoup de symptômes périnéales là-dedans. Donc, la physio-périnéale va aider par rapport à ça aussi. Puis, justement, parce que moi, j'ai consulté en physiothérapie aussi, puis elle me disait aussi pour l'allaitement, tu vas sécréter une hormone, je pense, la relaxane. Voyons, j'ai pas le peut-être mélangé avec mon mot, mais il y a une hormone que tu sécrètes qui fait en sorte que tes muscles du plancher pelvien, puis tu me corrigeras, là, mais sont un petit peu plus souples, donc il faut être encore plus prudent par rapport au saut, en fait, la réintroduction à l'entraînement, si je ne me trompe pas. Oui, la relax.
C'est complexe, tout ce qui est hormonal enceinte en postpartum par rapport à la relaxine. Il y a des effets enceinte jusqu'en postpartum. Ça peut avoir un impact, mais on n'est pas certain à quel degré. Okay. Ouais. Mais par rapport à l'allaitement, ce qui est pertinent en postpartum, c'est il y a même il y a des groupes de recherche qui sont en train d'établir pas un nouveau phénomène, mais ils sont en train de mettre des mots sur l'impact de la lactation sur l'allaitement, sur tout ce qui est santé périnéale. Puis, ce serait un regroupement de symptômes génito-urinaires de la lactation. Parce que ce que ça fait souvent quand on est en allaitement, puis j'aime ça faire des liens aussi en ménopause, c'est 2 transitions de vie où est-ce qu'il va y avoir une drop d'hormones, dont l'estrogène. L'estrogène va avoir un impact super important sur tout ce qui est santé de la muqueuse vaginale, les tissus vaginaux. Et puis, ça peut engendrer certains inconforts, douleurs, relations sexuelles dans tout ce qui est muqueuse vaginale, l'insertion, les mouvements de va-et-vient, par exemple, aux relations sexuelles. Donc, il y a des affaires qu'on peut faire pour aider à soutenir la santé pelvienne, même dans ces moments-là. Je comprends. Ah, c'est tellement pertinent. On dirait que je réponds à tellement de questions dans ma tête en même temps que tu me parles. Puis, il y avait une question aussi par rapport à... Tu sais, on parle beaucoup du plancher pelvien. Puis, tu as parlé un peu du core aussi, mais la fameuse diastase. Tu sais, on parle de la séparation abdominale. On entend un peu à gauche et à droite, j'ai une diastase, mais c'est quoi exactement une diastase? Puis, est-ce que ça va se ramener par soi-même? Est-ce qu'on doit consulter? Quand consulter? Ou est-ce qu'il y a des signes qui font en sorte qu'ils disent « Ah, j'ai peut-être une diastase, tu sais? » Oui, donc la diastase, c'est la fameuse séparation abdominale. Puis c'est la séparation des grands droits. Les grands droits, c'est le six-pack. Puis, cette séparation-là, dans le fond, où est-ce qu'il y a la séparation? Il y a un tissu conjonctif qu'on appelle la ligne blanche. Et puis, en physio-périnéale, nous, on va aller évaluer est-ce qu'il y a une séparation abdominale. Pour que ça soit considéré, tu sais, un diagnostic de diastase, c'est pas si concluant que ça, mais ça va être à peu près autour de 2 doigts et demi de séparation ou plus. Fait que premièrement, je vais évaluer la distance. Puis si ma patiente, elle n'a même pas plus que 2 doigts et demi, je vais même pas utiliser le mot diastase parce que dans tout ce qui est santé pelvienne, santé abdominale, les mots sont tellement importants parce qu'il y a beaucoup de marketing qui fait peur dans les réseaux de les abdos qui déchirent, la diastase, etc. Donc, je fais vraiment un travail conscient à utiliser les bons mots au bon moment. T'sais. Fait que diastase, c'est vraiment à partir d'un certain point. En dessous de ça, moi, je parle de séparation abdominale. Et puis, on va évaluer, la distance entre les grands droits, mais on va aussi évaluer la tension de cette ligne blanche-là. Est-ce qu'elle est ferme? Est-ce qu'elle a une bonne tension? Et ensuite de ça, on va évaluer s'il y a le fameux doming, coning, bombement, etc. Et puis moi, j'avoue que j'ai une vision très nuancée, puis un unpopular opinion chez mes patientes enceintes. Ma recommandation, ça va être quand ils s'entraînent, que c'est correct d'avoir un certain doming avec certaines conditions. Parce qu'on va souvent entendre, maintenant, c'est correct de faire des abdos. Puis de plus en plus, on le sait que c'est encouragé de faire des abdos pendant la grossesse parce qu'on veut que cette ligne blanche-là, fait que la séparation, soit forte, soit capable de réagir à la pression qui augmente pendant la grossesse. Ça fait tellement de sens. Donc, on veut entraîner les abdos et on veut entraîner tous les abdos. Fait que ça, c'est aussi quelque chose qu'on essaie de démystifier. Oui, souvent, on y allait. Bon, mais on va faire une planche ou comme un bear crawl ou quelque chose comme ça pour aller chercher plus le core. Mais là, OK, fait que tu es en train de me dire qu'on pourrait absolument, c'est encouragé. Et quand on parle du fameux doming, fait que la petite bosse qu'on voit, le fameux doming, surtout en fin de grossesse, est inévitable. Même dans la vie de tous les jours, on se penche, on ramasse quelque chose, va avoir le doming. Je me souviens, je me levais du lit puis je disais « Oh non, mes abdos, tu sais, ils dôment un peu. » Puis là, ça m'inquiétait, mais dans le fond, tu sais, c'est comme un peu normal, rendu aussi loin dans la grossesse. Exactement. Et il y a certaines personnes qui vont encourager de pas avoir de doming pendant l'entraînement. Puis c'est là que moi, je suis pas nécessairement d'accord. Donc, chez beaucoup de mes patientes, je vois des femmes super actives pendant la grossesse, qui font du gros CrossFit, qui veulent continuer à s'entraîner. Moi, mon rôle là-dedans, c'est de les guider à travers ça pour que ça soit sécuritaire, pour qu'ils puissent avoir de la longévité dans leur sport pendant la grossesse. Et ce que je vais dire par rapport au doming, c'est
d'être capable de bien engager son corps à la base. D'être capable de faire une belle contraction du plancher pelvien, de connaître les différentes parties du corps qui sont, oui, plancher pelvien, mais en haut du cylindre du corps, il y a le fameux le muscle, le diaphragme, qui est le muscle principal de respiration. Puis le devant, il va avoir le muscle le plus profond de l'abdomen, qu'on appelle le transverse. Donc, avec mes patientes, je m'assure qu'ils sont bien capables d'activer tous ces aspects-là de leur corps. De les intégrer dans les exercices d'abdos. Et si on a cette belle activation-là, une belle capacité à contrôler ce que j'appelle la pression intra-abdominale, parce que quand on parle de diastase plancher pelvien, ça revient toujours à une gestion de la pression intra-abdominale. J'utilise ce mot-là 50 fois par jour avec mes patientes. Fait que c'est toute une question d'être capable de gérer la pression. Puis c'est sûr, en fin de grossesse, vu que bébé grandit, à 35 semaines, il y a jusqu'à 100% des femmes qui vont avoir une séparation, une diastase. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir une l'espace, Exactement. Puis c'est une belle nouvelle. Bébé va bien, il prend de la place. C'est vers la fin de la grossesse. Puis nous, notre rôle, c'est de bien gérer cette pression-là. Donc, excuse-moi, là, je commence à parler partout dans tous les angles, mais si je ramène ça à l'entraînement, le doming, dans le fond, ça nous dit qu'il y a de la pression générée vers l'avant, qui est tout à fait normale. Puis chez mes patientes, je vais leur dire, si vous avez un doming pendant l'entraînement, c'est correct si vous engagez bien votre corps. Pendant la grossesse ou en postpartum? C'est une bonne question. Les deux. Les deux, OK. La petite bémol sur ça, c'est en début postpartum, dans la rehab. Là, je vais être comme, je veux pas avoir de doming parce qu'on travaille vraiment la qualité de l'exécution en postpartum surtout. Mais c'est pour les deux, mais je te dirais surtout enceinte. Okay? Le doming, je vais en permettre un tant et si longtemps qu'il active bien le corps et qu'il n'est pas douloureux. Okay? Parce que s'il y a quelque chose de douloureux au niveau de la séparation, ça nous donne de l'information par rapport à la propriété des muscles. Si toi ou les auditrices sont plus intéressées, ils peuvent venir m'en parler parce que je peux parler de ça pendant des heures. 100%, puis je vais vous mettre aussi comment contacter Bianca. Mais quand on parle de doming puis l'effet de la diastase dans l'entraînement, on commence à pousser un peu plus loin dans les propriétés des tissus musculaires, jusqu'à quel point qu'on peut aller étirer un muscle, comme l'exemple d'un élastique. Il y a un certain moment que tu vas tirer l'élastique et quand tu lâches, il revient à ses propriétés normales, on va dire. Puis à un certain point, tu vas aller tirer, que quand tu lâches, il va rester encore un petit peu de lousse dans l'élastique. Puis on veut juste pas se rendre dans cette propriété-là du tissu. Je comprends. Puis ça coïncide avec une certaine douleur. Je comprends. Fait que c'est quand même très straightforward dans mes patientes. Celles qui décident de s'entraîner puis d'avoir un dôme, parce que ça vient toujours, je responsabilise mes patientes, je les encourage à prendre leurs propres décisions. J'ai des patientes qui vont décider de ne pas continuer à s'entraîner avec un dôme, certaines qui vont pousser dans le doming. Moi, je leur donne les indications pour qu'ils le fassent de façon sécuritaire. Mais on pense de plus en plus que ça serait correct, en fait, de s'entraîner avec un certain dôme sous certaines conditions. Et c'est pour ça qu'on encourage justement de consulter une professionnelle de la santé pour ça, dont en rééducation périnéale. Fait que ça, c'est tout ce qui est diastase, enceinte, entraîner avec une diastase. Puis est-ce qu'il y a un temps limite ou est-ce qu'on doit ramener... Tu sais, moi, je me souviens quand j'ai accouché, je suis allée voir une physiothérapeute justement en santé pelvienne et périnéale. Puis elle m'avait diagnostiqué, je ne veux pas dire ça, mais elle m'avait dit, bon, ben il y a une diastase à peu près 3 doigts. Est-ce que j'ai un moment où je dois ramener ça ensemble? Est-ce que je peux faire toute ma vie, faire des exercices, puis éventuellement, ça va se ramener? Ou il y a un moment dans le postpartum qu'il faut que je travaille ça pour ramener ça le plus rapidement possible? Je ne sais pas si ma question est claire. Ben oui, elle est très claire. Puis la réponse, peut-être qu'elle va être un peu plate. Là. Ça dépend. Je te dirais, quand on parle de guérison des tissus, c'est sûr qu'il y a un window, une fenêtre d'à peu près 12 semaines. C'est là qu'on va rester. Ou est-ce qu'il y a plus de potentiel de guérison des tissus naturels? OK, je comprends. Ensuite de ça, il y a plein de choses qu'on peut faire en termes d'activité, d'exercices thérapeutiques, etc. Mais c'est tellement complexe comme réponse parce que ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend de la morphologie de la personne, ça dépend de la guérison tissulaire, ça dépend de même l'hydratation de la personne, à quel point que les tissus sont capables de s'adapter. Il y a des facteurs génétiques là-dedans. Donc,
En termes de séparation, juste pour donner lancer des chiffres de la science, à peu près 30% des femmes vont encore avoir une diastase à 1 an postpartum. Fait que, le rush de « Ah, faut que ça ramène, faut que ça ramène ouais. », on n'est pas du tout là, en rééducation périnéale, d'essayer de ramener les abdos. Ce qui est important, c'est que la séparation soit fonctionnelle. Donc, on veut donner des outils, des exercices surtout, pour que la diastase permette une bonne capacité à bien gérer la pression dans l'abdomen. Mais nous, on va plutôt aller comme objectif chercher une diastase, une séparation abdominale qui est fonctionnelle. OK. Puis, j'ai une question qui me vient en tête que je n'avais pas du tout prévue, mais qu'on avait abordée dans le podcast avec Elisabeth sur l'entraînement. Mais puis peut-être que j'y ai pas pensé parce que je ne l'ai pas vécu, mais quand on a une césarienne, elle disait que c'est pas parce que tu as une césarienne que tu n'aurais pas besoin d'une rééducation en plancher pelvien ou que ton plancher pelvien ne serait pas affecté. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, à savoir comment la césarienne peut affecter ça ou quoi faire? Ben oui, tout à fait. Puis c'est super bien de Lily d'en profiter pour parler de ça. Oui, c'est comme un mythe là, de « Ah, j'ai eu une césarienne, donc mon plancher pelvien a été sauvé ou pas besoin de faire de la rééducation périnéale. » Ça aurait été vraiment le fun que ça soit le cas. Mais celles qui ont des césariennes ont quasiment tout autant le risque de développer des dysfonctions périnéales que celles qui accouchent par voie vaginale parce que beaucoup des facteurs de risque vont venir du fait d'être enceinte. Fait que le 9 mois que tu es enceinte, c'est là que tu développes la pression. Je pensais que tu allais dire la chirurgie, mais non, OK. Non, c'est ça, c'est en fait d'être enceinte. Puis il y a une partie de facteurs de risque de dysfonction périnéale qui vient de l'accouchement en soi, comme le temps de pousser, etc., déchirure vaginale et tout ça. Mais les facteurs de risque viennent souvent de la grossesse en soi. Puis le fait d'avoir eu une chirurgie au niveau abdominal, c'est quand même une grosse chirurgie, là, la césarienne. Oui. Il y a une cicatrice, il va y avoir des adhérences cicatricielles. Et donc là, en postpartum, on va évidemment se concentrer sur la cicatrice au niveau de la césarienne, une grosse rééducation au niveau abdominal, la proprioception des muscles, tout ça. Mais mes patientes qui ont un accouchement par voie césarienne, en postpartum, on adresse le plancher pelvien aussi parce qu'il fait partie du corps. Toute la synergie des abdos profonds avec les muscles du plancher pelvien, on veut l'optimiser tant pour un accouchement par voie vaginale que césarienne. Donc, ça serait ça ma réponse. Là, qu'il y a quand même, c'est super parce qu'on dirait que je pense pas de le poser comme question, mais c'est tellement pertinent. Puis on dirait que la césarienne, souvent, c'est vu comme... C'est un peu banal, mais dans le fond, c'est tellement, comme tu dis, c'est tellement une chirurgie qui est importante. Puis c'est tellement important d'en prendre soin de la cicatrice, le plancher pelvien après, parce que après ça te suit là, pendant des années, là, ou même pour un prochain accouchement. Là. Absolument. Oui, non, 100%. Et est-ce qu'il y a des types d'entraînement ou des activités, puis je pense que je connais un peu déjà ta réponse sur ça, mais à éviter ou bien que tu prioriserais pendant la grossesse qui peuvent aider ou justement, si on l'évite, nourrir au plancher pelvien? J'adore la question, encore une fois. Donc, l'entraînement pendant la grossesse, en fait, c'est même plus une recommandation, c'est considéré une prescription, un traitement de première ligne pour diminuer les risques de complications de grossesse, de complications d'accouchement, avec tout ce qui est santé physique et mentale de la maman, du fœtus, du bébé. C'est un statement qui est fort, mais qui est vrai. Puis malheureusement, je pense qu'il y a moins de 20% des personnes enceintes qui atteignent les recommandations d'activité physique. OK. Je pense qu'entre autres, il y a beaucoup de messages de peur. C'est ce que j'allais dire, beaucoup de crainte, je pense. On en parlait avec Elisabeth autour de l'entraînement. L'entraînement de la femme ou de la personne qui est enceinte. Les recommandations de base sont d'accumuler à peu près 150 minutes d'activité physique par semaine. Fait que ça, c'est 5 fois 30 minutes. À intensité modérée. Modérée, c'est ton rythme cardiaque augmente, mais tu serais quand même capable d'avoir une conversation. On appelle ça le fameux talk test. Et ce qui est à prioriser, les recommandations sont de faire un mix d'activités physiques aérobiques et anaérobiques. Parfait. Donc, tu sais, du cardio, mais aussi de la muscu. La muscu, ouais. Et on recommande de faire ça sur au moins 3 jours dans la semaine. Puis on va dire the more, the better. Mais aussi, some is better than nothing. Dans le sens que si t'es pas habitué de bouger, un petit peu va être vraiment mieux que rien enceinte. Puis ça va vraiment avoir des impacts positifs sur la grossesse.
Donc ça, c'est les recommandations vraiment de base d'activité physique. Puis ensuite de ça, tout le monde me demande les sauts. Surtout, je travaille avec une grande clientèle qui font de l'entraînement fonctionnel ou du CrossFit. Puis il y a beaucoup de sauts, il y a beaucoup il y a même un peu de gymnastique là-dedans. Ouais. Exactement. Puis dans les recommandations, le guideline sur l'activité physique chez la femme enceinte du Canada, les derniers qui ont été faits, c'est en 2019. Il y a des précautions par rapport à tout ce qui est haltérophilie, gymnastique, faire le fameux Valsalva, qui est de retenir sa respiration quand on fait un heavy squat, par exemple, et de faire de l'entraînement sur le dos, par exemple du bench press. Ouais. Ces précautions-là, pour l'haltérophilie gymnastique, ça va être plutôt pour diminuer les risques de chute pour tout ce qui est santé du fœtus. Puis ces recommandations-là sont... Ce qui est important à savoir, c'est des recommandations basées sur des experts et non sur des données probantes. OK. Fait qu'il n'y a pas de science, il n'y a pas de statistiques qui démontrent que c'est mauvais pour la femme enceinte. Donc ça, c'est plus les précautions. Oui. Mais il n'y a pas de contre-indication par rapport au saut, par rapport à l'entraînement à impact. Et en fait, c'est démontré que les femmes qui sont habituées de faire de l'entraînement à impact. Ouais. Quand je parle d'impact, c'est quand les 2 pieds ne sont pas au sol, fait que saut, course. Ouais. Quand il y a des femmes qui font ça 2 à 3 fois par semaine, pré-grossesse, leur risque de développer des douleurs au niveau du bassin pendant la grossesse sont diminués. Ah, OK. Pour démontrer à quel point que s'entraîner, avoir une belle musculature, surtout au niveau du bassin, va diminuer les risques d'avoir des symptômes pendant la grossesse. Donc, c'est super intéressant. Vraiment. C'est sûr que moi, j'ai une opinion par rapport à tout ce qui est gymnastique haltéro pendant la grossesse. Et c'est, dans le fond, il y a une étude vraiment récente qui est sortie d'une de mes mentors, une chercheuse dans le monde d'entraînement de résistance, là, fait que de la musculation, chez la femme enceinte qui s'appelle Christina Prevet. Elle a fait un formulaire. Il y a à peu près 680 femmes enceintes qui ont répondu à ce formulaire-là. C'était des femmes qui avaient choisi par elles-mêmes de continuer à s'entraîner puis à soulever des charges lourdes. Puis plus que 80% de leur one rep max. Fait que, de faire une répétition à ton max. Fait que c'est des femmes qui ont décidé de continuer à s'entraîner quand même de façon intense pendant leur grossesse. Qui avaient aussi choisi de faire certaines le Valsalva, fait que de retenir d'aller à l'encontre un peu de ce qui est... Exactement. Et les résultats sont super intéressants de cette étude-là. Elle démontre en fait que celles qui ont décidé de continuer à s'entraîner, plus que 80% d'un run max, celles qui ont décidé de continuer à faire le Valsalva, ces femmes-là n'avaient pas plus de complications pendant la grossesse, pendant l'accouchement et en postpartum. Tout ce qui était dysfonction périnéale était à peu près équivalente à celles qui avaient décidé de ne pas faire ça, sauf pour l'incontinence urinaire, mais je vais en revenir un peu plus tard sur ça. Et ce qui était super intéressant, c'est que c'est la première étude qui démontre que de faire de l'entraînement à haute résistance diminuait grandement les risques de dépression en postpartum. Ça vient par... Oui, il y a plein de belles choses qui viennent de s'entraîner sur la physiologie du corps, etc. Mais je crois que s'entraîner, surtout dans un groupe, dans un gym, ça donne un sens de communauté. Oui, 100%. Enceinte et en postpartum, qui est incroyable. Ça te fait un moment pour toi aussi, que tu prends soin de toi. Puis ça, je trouve que c'est vraiment empowering de prendre ce moment-là pour toi dans ta journée, que ce soit 30 minutes, 1 heure, 15 minutes. Moi, en tout cas, je l'ai vécu. C'était comme mon moment, puis j'avais Sage, ma petite fille, avec moi aussi, mais je savais que je prenais soin de moi, puis ça m'a aidé grandement. Tout à fait, puis je pense qu'on n'en parle pas assez de cet aspect-là de la santé mentale. On parle beaucoup, et moi, je suis dans un domaine, la physio, donc on parle de tous les impacts sur le corps physique, mais le corps mental, lui, ou l'aspect mental, les bénéfices de l'entraînement enceinte et en postpartum sont indéniables, en fait. Donc, c'est ça, je reviens à l'étude qui a démontré que s'entraîner, c'est la première étude, il faut prendre ça avec un grain de sel aussi. Dans tout ce qui est type d'étude, c'est un formulaire, on peut critiquer ça aussi, mais ça donne l'espoir. C'est la première étude qui évalue celles qui ont décidé de faire des charges lourdes, de continuer à s'entraîner comme avant, dans le fond, puis pas changer grand-chose. Et c'est
ils ont démontré que ça pouvait être sécuritaire. Puis est-ce que ça venait avec comment je pourrais dire ça, une rééducation, ou est-ce que ça venait avec un accompagnement d'une physiothérapeute, dans le sens où si j'avais continué à m'entraîner sans avoir un peu les connaissances que j'ai acquises à cause que je suis allée voir une physiothérapeute, je veux dire la contraction du plancher pelvien, est-ce que les autres étaient suivis par ça, ou c'était juste comme free for all, ils ont décidé de s'entraîner comme qu'ils le faisaient avant, sans vraiment le guide ou un programme là, de physiothérapie? Je me rappelle pas de la statistique précise, mais je peux te dire que en grande partie, les femmes qui faisaient partie de cette étude-là avaient eu un suivi en physio-périnéal, justement pour qu'ils soient guidés là-dedans. Puis c'est un rôle majeur des physio-périnéales. Enceinte, on évalue tout ce qui est santé périnéale, donc s'il y a une descente d'organes, la contractilité des muscles planchers pelviens, tout ce qui est posture. Parce que les physio-périnéales, on nous voit comme les spécialistes du bassin, mais à la base, on est quand même entraîné dans tout ce qui est musculo-squelettique. Fait qu'on évalue tout ça. On va traiter les douleurs, on va traiter tout ce qui est douleur, lombo-pelvienne, sacroiliaque, symphysique, abdominale, périnéale. Traiter les fuites urinaires, évidemment. Mais on guide aussi par rapport à modification de l'entraînement et en postpartum, le retour à l'entraînement, le retour aux impacts, le retour aux activités que les femmes veulent faire puis ont le goût de faire. Je pense qu'il y a un gros message. Ça évolue puis c'est beau de voir où est-ce que ça va, là, le message de femmes enceintes qui s'entraînent et en postpartum. Qu'en postpartum, on n'a pas besoin nécessairement de laisser de côté notre santé, l'entraînement. C'est possible de continuer pendant la grossesse en postpartum. C'est possible même d'aller vers des objectifs qu'on n'a jamais réalisés avant d'avoir un enfant. J'adore suivre les femmes enceintes puis en postpartum qui décident de se fixer des objectifs. Qui va se dépasser. Puis, exactement, en postpartum. Puis qui choisissent de le faire de façon sécuritaire, donc avec un suivi physio. Pour moi, une femme qui n'a pas encore d'enfant, je trouve ça super inspirant de les voir passer à travers une grossesse, l'accouchement, postpartum, puis de se fixer des objectifs qui sont réalistes et de les voir crush it, là, dans un sens. De faire partie de ça. Fait un des rôles principaux des physios en périnéal, c'est aussi de guider l'entraînement. Puis on le recommande surtout pour les femmes qui décident de continuer à s'entraîner. Puis le message, c'est elles peuvent continuer à s'entraîner. Puis pour quelqu'un qui ne s'entraîne pas ou qui ne sait pas quel genre d'entraînement faire enceinte, on parle de, ça devrait être anaérobique, aérobique, moitié-moitié. Mais à la fin de la journée, pour moi, ce qui est important pour mes patientes, c'est de faire quelque chose qu'elles aiment pour l'impact sur la santé mentale. Puis ensuite de ça, je vais rentrer pour donner des critères ou des recommandations plus spécifiques par rapport à l'entraînement. Là. Je trouve ça tellement pertinent parce que, mettons, je m'entraîne depuis des années, mais d'avoir une physiothérapeute, je trouve que tu te sens plus guidée, tu te sens plus en sécurité. Tu sais plus quoi faire, je trouve. Puis c'est aussi le côté pour l'accouchement. Moi, je me souviens, elle m'avait guidée pour les pousser, je veux dire, un peu me guider là, sur les positions que je pouvais prendre pendant l'accouchement. Fait que c'est aussi, je pense, un aspect qui est quand même très pertinent aussi de la physiothérapie, que des fois, on oublie. Tout à fait. Puis même moi, je l'ai oublié quand je parlais du rôle des physios, mais enceinte. Puis ce qui est super intéressant dans le suivi d'une femme enceinte, dans le système médical, en ce moment, la plupart des physiopérinéales, on est dans le système privé. Mais on travaille fort pour que ça soit plus accessible dans le système public, puis de trouver d'autres façons pour augmenter l'accessibilité. Mais on est un des seuls professionnels que vous allez voir pendant à peu près 1 heure à la fois. On a du temps 100%. Et on en profite pour éduquer, pour créer un lien. Souvent, on va vous voir quelques fois pendant la grossesse, c'est rassurant. Puis il y a tout l'aspect de préparation à l'accouchement. Comme avec ta physio, c'est super. Vous avez parlé de comment pousser, différentes positions d'accouchement. Les physios, à la base, on est entraîné pour aider à la réadaptation, la gestion de blessures, de douleurs. C'est la même chose pour l'accouchement. On peut donner des outils de gestion de douleur. Moi, personnellement, dans ma pratique pour la séance de préparation à la naissance, j'invite le ou la partenaire pour voir comment est-ce que le partenaire peut être là pour soutenir, que ça soit physique, fait comment tenir la jambe, mais aussi pour qu'il rentre ou elle rentre dans le monde
de la femme qui est enceinte, qui a vécu ça pendant 9 mois. Tu sais. Tellement. Oui, il y a aussi les fameux étirements périnéaux. J'allais l'aborder aussi à partir de, je pense, 36 semaines. Il y a comme des trucs qu'on peut faire pour aider à l'accouchement aussi, pour relâcher. Oui, entre 34 et 36 semaines, ça dépend des protocoles. Les fameux étirements périnéaux vont diminuer les risques de déchirure pendant l'accouchement au niveau vaginal, surtout déchirures grade 3, 4, qui sont des déchirures qui vont jusque dans ce qu'on appelle le sphincter anal externe, fait que dans la musculature. Puis pour mes patientes, je le vois, là, puis je les revois en postpartum, que le fait d'avoir fait les étirements pendant 4 à 6 semaines, ça leur a donné confiance aussi pour l'accouchement. Il y a un impact, il y a des bénéfices plus que juste diminuer le risque de déchirure, plus de confiance. Ça peut être tout ça, d'apprendre comment pousser, de faire les étirements vaginaux, etc. Ça peut aussi contribuer à diminuer tout ce qui est le temps de pousser, la deuxième phase d'accouchement. Fait qu'il y a beaucoup de bénéfices par rapport à ça. Puis j'aimerais prendre le temps de démystifier. Vas-y. La notion de, tu sais, ceux qui s'entraînent beaucoup, on pense qu'ils ont un plancher pelvien hyper tonique. Fait qu'on pense que ça va être plus difficile l'accouchement. C'est pas nécessairement vrai, pas du tout. S'il y a des personnes qui vont avoir un plancher pelvien un peu hypertonique, donc un petit peu plus de la misère à relâcher ou repos, les muscles vont avoir plus de misère, vont avoir plus de tension dans le muscle. Oui, il y a des choses à faire, entre autres les étirements périnéaux. Mais je reviens à l'étude qui a été faite là, de 100 femmes, de celles qui ont décidé l'entraînement. Chez ces femmes-là, il y avait moins un taux de césarienne qui était plus bas que le taux mondial. C'est important de le dire parce que le monde qui pense que plancher pelvien tendu va rendre ça plus difficile l'accouchement, puis un accouchement plus difficile, nécessairement pourrait avoir une augmentation de risque de déchirure, mais aussi finir en césarienne. Puis cette étude-là démontre qu'en fait, les femmes qui s'entraînent beaucoup, si on suit le mythe ou le mythe de ils vont avoir un plancher pelvien hypertonique, donc peut-être plus de risque de césarienne, pas nécessairement. Non, puis l'accouchement, moi, c'est une des épreuves les plus difficiles physiquement. En fait, la plus difficile physiquement que j'ai vécue. Puis je suis convaincue que tous les entraînements que j'ai faits dans ma vie ou même dans ma grossesse m'ont aidée à cette épreuve-là parce que c'est quelque chose sur le corps, c'est beaucoup. Puis pour avoir fait les étirements, tu vois, en tout cas, c'est peut-être un addon, mais pour moi, ça a fonctionné. Je n'ai pas déchiré. Puis je me sentais justement plus en confiance d'avoir... j'avais beaucoup lu sur la physionomie de l'accouchement, puis ça, je veux faire un épisode là-dessus parce que je trouve que c'est un peu... On l'a perdu un peu, que le corps est fait pour accoucher. Mais de me sentir en confiance de comme les positions que je peux prendre qui peuvent aider à la descente du bébé, ouvrir le plancher pelvien, les respirations, de ne pas déchirer ou du moins de réduire les déchirures. Là. Fait que non, je trouve ça tellement pertinent. Ben oui, puis... C'est beau aussi d'avoir ton point de vue, ton expérience. Je suis venue ici, comme invitée, mais j'avais aussi le goût d'entendre ton expérience en tant que la patiente de l'autre côté de la médaille. Là. Oui, puis aussi, moi, j'ai accouché à l'hôpital, puis autant j'avais tellement lu, là, j'étais prête pour l'accouchement. Là. Écoute, Bianca, j'avais lu sur la physionomie de l'accouchement, sur l'hypnose aussi pendant l'accouchement, un peu de tout. Là. Puis j'étais avec des médecins qui, malheureusement, malheureusement, on s'entend, eux autres, ça couche sur le dos, c'est la meilleure façon pour nous de savoir qu'est-ce qui se passe, là, tu sais. Puis, tu sais, quand t'as jamais accouché, t'es un peu dans l'inconnu de comme, OK, ben moi, j'aimerais mieux accoucher comme debout ou à 4 pattes, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe, le bébé s'en vient-tu, je pousse-tu dans le beurre, je ne sais pas. Fait que d'accoucher sur le dos, ça a comme un peu ralenti le processus, mais je trouve que c'est important un peu de se responsabiliser là-dedans, puis d'avoir plus de knowledge puis de connaissances sur l'accouchement. Puis je pense que la physiothérapie, c'est une belle façon de plonger, en tout cas, de façon guidée là-dedans. Tout à fait, tout à fait. Puis je dis toujours à mes patients puis les partenaires des patientes nous, on est là pour vous donner plein d'outils dans votre boîte à outils par rapport à l'accouchement. Puis ensuite de ça, c'est à vous de décider qu'est-ce qui est important pour vous, de choisir ce que vous voulez prendre dans la boîte à outils. Puis aussi, le jour de l'accouchement, pour tout ce qui est gestion de la douleur, c'est important quand même d'avoir des options. Parce que peut-être quelque chose que tu penses qui va t'aider à gérer la douleur le jour de l'accouchement, c'est une réalité totalement différente. Donc oui, c'est important d'être outillé, mais en même temps, de puiser dans tout l'aspect de... la femme est faite pour ça. C'est quand même incroyable.
ça donne un sens de... En anglais, on dit empowerment. Mm-hmm. En français, le mot, je pense, c'est empuissancer. OK, bon. J'aime mieux Oui, empowerment. Ouais. C'est de trouver l'équilibre entre... On veut lire, on veut tout bien faire, Oui. Puis même nous, en tant que physio, on veut tellement donner d'outils. Ouais. Fait que c'est un équilibre à trouver entre ça et de faire confiance au corps, laisser 100%. aller. Fait que même moi, en tant que physio, en tant que personne, en tant que femme, je suis à la quête de trouver cet équilibre-là dans tous les aspects de la vie. Mais moi, c'est sûr, je suis de l'avis d'avoir les outils dans ta boîte à outils. Oui, ça peut pas nécessairement nuire. Là. Oui, puis c'est tellement un événement qui est un peu hors de notre contrôle, si on veut, mais de moins d'avoir les outils dans notre boîte à outils, comme tu dis, puis d'arriver avec certitude et puissance. Je trouve que c'est vraiment beau. Et j'aimerais qu'on passe, si ça te convient, j'ai fait un petit Q&A sur Instagram. J'avais dit que je recevais une physiothérapeute, puis on a eu quelques questions. Puis, il y a un angle que j'aurais pas pensé aborder, puis à y repenser, je me dis, oh mon Dieu, c'est important. Les relations sexuelles après l'accouchement, il y avait beaucoup de craintes, il y avait beaucoup de comment savoir ou comment faire en sorte que ce soit sécuritaire, est-ce que ça va faire mal? Puis c'est vrai, là, tu sais, je veux dire, il y a quand même un enfant qui est passé là. C'est un peu comme... T'es pas trop certaine. Fait que je vais t'entendre un peu là-dessus. Qu'est-ce que tu recommandes? Ben oui, puis c'est tellement un aspect important de tout ce qui est santé pelvienne, parce que, tu sais, en gros, le plancher pelvien et la rééducation périnéale est là pour optimiser la fonction de 3 systèmes. Le système urinaire, on parle de fuite, etc. Le système anorectal, fait que tout ce qui est selle, santé anorectale. Et finalement, le système sexuel. C'est super important. On a tendance à l'oublier en postpartum, parce qu'on est submergé par la vie de nouvelle maman. Des fois, l'envie n'est pas là, qui est tout à fait naturelle. Mais, tu sais, côté physio, pratique, je te dirais, moi, je donne toujours 3 recommandations de base à mes patientes pour le retour aux relations sexuelles. Un, c'est d'être hyper bien hydraté, globalement. Fait que, pour quelqu'un qui allait, on va recommander de boire jusqu'à 3-4 litres d'eau par jour parce que l'allaitement, ça peut déshydrater. Exactement. Fait que, tu sais, globalement, c'est important d'être hydraté parce que ça va avoir un impact aussi sur les muqueuses vaginales. Puis, tantôt, on en a parlé de les symptômes génito-urinaires en lien avec la lactation. La drop d'estrogène peut rendre le plancher pelvien ou la muqueuse vaginale un peu plus irritable, un peu plus sèche. Fait que si on est bien hydraté naturellement, ça va avoir un impact même sur ces tissus-là. Fait qu'il ne faut pas sous-estimer l'apport de liquide pour tout ce qui est santé sexuelle, mais aussi santé urinaire, etc. Ensuite de ça, s'il y a eu une cicatrice au niveau vaginal, nous, notre rôle en physio-périnéale, c'est on va souvent voir nos patientes à peu près à 6 semaines postpartum. On va évaluer la cicatrice parce qu'avec toute cicatrice, il va souvent avoir des adhérences cicatricielles. Fait comme n'importe quelle autre cicatrice qu'on a dans notre corps, on veut souvent la mobiliser. Fait que faire des techniques de mobilisation au niveau de la cicatrice. Donc, moi, je vais enseigner les techniques de mobilisation pour les cicatrices à mes patientes qu'elles peuvent faire dans la douche, etc. Donc, super important de bien mobiliser la cicatrice pour qu'il y ait le moins d'adhérence possible. Parce que quand il y a des adhérences cicatricielles, puis je donne l'exemple d'une toile d'araignée. Nous, on voit la cicatrice. Des fois, on peut sentir la cicatrice comme une petite corde. Là. Mais en dessous de ça, des adhérences qui se créent. C'est comme une petite toile d'araignée. Ça devient comme plus rigide au lieu d'être plus souple? Exactement. Puis cette rigidité-là, elle peut contribuer aux douleurs, aux relations sexuelles en postpartum. Donc, on veut aller bien mobiliser, défaire ces adhérences-là le plus possible. Et finalement, je vais recommander d'utiliser un lubrifiant à base de silicone. Comme Uberlube. Je ne suis pas associée à Uberlube. C'est juste celui que je recommande la plupart du temps. Parce que je sais, sûrement le monde va se demander lequel. Uberlube. Puis il y a une liste de plein d'autres lubrifiants à base de silicone. Parce qu'en plus d'avoir l'effet lubrifiant, le silicone va rajouter une petite couche de protection. Fait que ça, c'est mes recommandations de base. Puis après, parfois, il faut aller chercher de l'hydratation vaginale. Fait que, des crèmes hydratantes sans hormones. Et des fois, il faut aller jusqu'à une crème topique hormonale. Donc, pour ça, on peut aller voir le médecin pour une prescription.
Fait que c'est pas tant connu d'avoir des crèmes Ouais, topiques à base d'estrogène pour les femmes en postpartum. Tu sais, on pense souvent à ça en lien avec la ménopause. OK, oui. Mais il y a un moment postpartum que ça, chez certaines personnes, ça peut être recommandé et il faut pas l'oublier. Fait que c'est une option de traitement, mais évidemment, il faut en parler à sa physio-périnéale, il faut en parler aux médecins aussi. Mais ça donne une idée de toutes les recommandations de base qu'on peut faire pour établir pour mettre toutes les chances de notre côté. Puis ensuite de ça, s'il y a des douleurs qui persistent, là, ça va dépendre de si la douleur est plutôt à l'ouverture vaginale ou est-ce qu'elle est dans toute la paroi vaginale. Donc là, c'est là que la physio-périnéale va demander des questions plus aiguisées. S'il y a plus de douleur, pas plus, mais si c'est indiqué, il y a des protocoles qu'on a en physio de dilatation, fait que des exercices d'insertion, de dilatateurs de différentes grandeurs, des exercices d'étirement, des exercices qu'on appelle de désensibilisation de cette zone-là. Parce qu'avec une cicatrice, il peut avoir les adhérences, mais il pourrait aussi avoir une hypersensibilité de la zone. Fait qu'on a des techniques pour aller adresser ça spécifiquement. Donc là, je m'emporte. Hein? Non, mais c'est parfait. Ça vous montre... J'arrête pas de frapper mon micro. Ça vous montre juste à quel point il y a des outils. Tu sais, il faut juste les trouver. Mais... Une chose que j'aimerais ajouter, c'est tout l'aspect de le désir d'avoir la libido, etc. Souvent, au début, postpartum, il y a quelqu'un quasiment dans tes bras qui est là souvent. Ça joue beaucoup. Fait que ça peut avoir un impact sur la libido. Donc, moi, ce que je vais encourager, il y a des sexologues qui en parlent même sur les réseaux sociaux. Là, c'est incroyable de voir de la sexologie spécifique au postpartum. Je me rappelle pas du nom de la sexologue, mais je pourrais te la partager si tu veux partager à tes auditrices. Mais oui, 100%, on pourrait le mettre avec qui en parle de façon incroyable. Puis c'est sa spécialité, fait que je veux pas trop nécessairement aller dans les détails de ça, puis c'est pas mon expertise du tout. Mais d'aborder la sexualité en postpartum, c'est une belle opportunité de réétablir dans ce moment-là c'est quoi la sexualité pour toi, d'avoir des conversations avec sa partenaire, c'est quoi l'intimité dans ce moment-là de notre vie, parce qu'on a comme plein d'histoires par rapport à c'est quoi une sexualité, puis là, en postpartum, c'est une différente réalité. Fait que, de prendre le temps d'avoir ces conversations-là, ça va avoir un impact sur tout le reste. La communication, je pense que dans tous les aspects, là, en postpartum, est comme... super importante. En fait, dans la vie de tous les jours aussi, là, dans un couple, mais je veux dire, en postpartum, moi, ça m'avait vraiment marqué l'importance de la communication avec son partenaire. Là. Communication, c'est super important. Puis, je pense qu'il y a aussi de prendre cette opportunité-là, tant en grossesse qu'en postpartum, en anglais, on va dire reframe une pensée, je prends l'exemple d'une femme enceinte qui fait énormément de sport, puis là, elle voit la grossesse comme « ça va me limiter. Ou le postpartum, retour relation sexuelle, changer un peu sa perspective par rapport à ça. Exactement. Tant au niveau de la sexualité que l'entraînement, je vais souvent dire à mes patientes, on va prendre cette opportunité-là pour retourner aux bases. Aux bases de l'entraînement, aux bases de la sexualité, puis de bien le vivre, d'en profiter. Puis, si je fais un lien avec l'entraînement, de retourner aux bases, c'est super important pour pouvoir bien reconstruire après. Ça m'arrive de recevoir des messages de mes patientes qui sont 2-3 ans postpartum, puis ils me rapportent qu'elles se sentent plus fortes que jamais, ce qui est incroyable. Puis elles disent que, entre autres, c'est à cause de tout ce qu'ils ont appris par rapport à la base du corps, comment engager le corps. On apprend rarement ça là, dans la vie de tous les jours, de comment bien engager le corps. Fait que d'avoir appris ça, non seulement ça l'a aidé à passer à travers la grossesse, l'accouchement, le postpartum, mais de même être capable d'être plus forte plus tard. 100%. J'adore entendre ces histoires-là. Moi, je l'ai pas faite au début. Pas que je l'ai pas faite, mais je suis retournée peut-être un peu trop rapidement à l'entraînement sans vraiment retourner à la base. Puis tu vois, j'ai été obligée quelques mois après de justement retourner à la base parce que j'étais comme non, il y a quelque chose qui fonctionne pas, j'avais des douleurs, etc. Fait que je suis retournée à la base. Puis là, tu vois, je me sens plus forte qu'avant d'avoir un enfant, tu sais. Puis j'attribue ça 100% à je suis retournée à la base, j'ai rebâti à partir de ça parce que je pense que tu as beau t'entraîner pendant ta grossesse, il y a un certain retour un peu en arrière quand tu accouches parce que faut que tu t'y remettes tranquillement, même si tu n'as jamais arrêté. En tout cas, moi, c'est mon expérience. Là. Ben oui, puis tout à fait, même si quelqu'un s'entraîne de façon intense pendant la grossesse,
le fait d'avoir accouché, puis les Mhm. premières semaines postpartum, c'est déconditionnant. Ah, Il y a personne 100%. qui peut s'en échapper, ces aspects déconditionnants. Fait que, tu sais, le fait, j'en parle à mes patientes dès le début, puis je leur Ouais. dis, tu sais, ça va prendre un bon 9 à 12 mois postpartum Mhm. avant de revenir, tu sais, à la shape d'avant. Ouais, Si ouais, c'est ouais. ça que tu veux, si Ouais, c'est ça ouais. qui est important pour toi. Fait qu'au début, ça peut être comme, décourageant, Ouais. mais si on est capable de reframe Ouais. cette pensée-là à, belle opportunité pour revenir aux bases, Mhm. de se réapproprier notre corps, faire un lien avec la sexualité aussi, de réexplorer une sexualité qui est différente en C'est postpartum. une connexion différente aussi avec ton partenaire, puis ça te laisse, tu sais, comme tu disais, tu as tout le temps quelqu'un sur toi. En tout cas, moi, je me souviens au début, mon bébé était tout le temps sur moi, puis je m'ennuyais un peu de Intimité. notre intimité ensemble, Oui. sans nécessairement que ce soit sexuel, mais dans le sens que je m'ennuyais de lui parce que, tu sais, on passait nos journées ensemble, nos fins de semaine, puis là, j'ai l'impression que mon entièreté de ma personne était dévouée à quelqu'un d'autre, fait que tu peux le voir effectivement comme une autre façon de connecter avec ton partenaire. Ben oui, tout à fait. Puis autant pour le retour aux relations sexuelles puis l'entraînement, souvent, il va y avoir le rendez-vous 6 semaines, autour de 6 semaines postpartum, que souvent, les patientes vont avoir le go pour toutes. Là, ils viennent dans mon bureau. Puis ils se demandent un peu, OK, le go pour toutes, mais comment, à quelle vitesse, est-ce que j'ai des outils pour ça? Donc, nous, on peut vraiment les guider à, OK, pour la cicatrice, pour le retour aux relations sexuelles, essaie ça. Pour l'entraînement, ça va être un retour progressif. Désolée, un renforcement du corps, une rééducation totale. Ah oui, puis j'en parlais aussi dans le podcast avec Elisabeth que moi, mon rendez-vous de 6 semaines, c'était, elle a pris ma pression, elle a écouté mon cœur, puis c'était comme, bon, parfait, vas-y. Elle savait que je voyais une physiothérapeute, mais quand même, tu sais, j'étais comme, bon, ben OK, parfait, merci. Puis il y a une autre question que c'était comment retravailler notre plancher pelvien suite à l'accouchement. Puis on l'a abordé quelque peu, mais il y a aussi, tu sais, des fois, on voit des exercices en ligne. Retravailler le plancher pelvien, mais comme tu disais tantôt, il y en a qui, leur plancher pelvien va être un petit peu plus, là, je vais utiliser d'autres termes, mais comme, mettons, trop actif ou pas assez actif. Fait que des fois, de voir quelque chose en ligne, ça va pas nécessairement être spécifique à ce que tu as besoin, right? Ou... Exactement. Okay. Et c'est pour ça qu'on recommande un suivi avec une physio pour permettre l'évaluation des muscles du plancher pelvien. Fait en gros, quand on parle de comment travailler les muscles du plancher pelvien, la réponse courte est comme n'importe quel autre muscle du corps. Ouais. Okay? Puis je dis ça parce que ça frappe comme réponse, mais les muscles du plancher pelvien sont des muscles comme n'importe quel autre muscle du corps. Donc, il faut travailler la capacité à contracter, donc la force maximale, mais aussi la capacité à relâcher. Non seulement pour celles qui ont un plancher pelvien qui est un peu trop actif, pour tout le monde, en fait, d'être capable de relâcher, ça va permettre une meilleure contractilité globale des muscles plancher pelvien. Fait contraction, relâchement, vitesse de contraction, vitesse de relâchement, endurance des muscles plancher pelvien, coordination. Coordination avec quoi? Avec sa respiration. Si on parlait tantôt, le diaphragme, le muscle de respiration principal, il est en haut du tronc, plancher pelvien est en bas. Biomécaniquement, avec la respiration, ils travaillent ensemble. Oui, mais moi, quand je faisais mes exercices, souvent, j'arrêtais de respirer. Tu sais, on dirait que c'est comme difficile de coordonner, comme tu dis, les deux ensemble. Donc, coordonner les muscles plancher pelvien avec la respiration, mais aussi avec d'autres muscles du corps. Tu sais, le plancher pelvien, dans le bassin ici, les muscles du plancher pelvien sont le contenu du bassin. Mais le contenant, c'est tous les autres muscles qui s'attachent au niveau du bassin. Il y en a plus que 40, en passant, de muscles qui s'attachent autour du bassin. OK, wow. Donc, c'est important de travailler la coordination avec ces muscles-là. Et même dans mon approche en physio, il y a une réintégration de tout ça, même dans l'entraînement. Fait que je vais enseigner à mes patientes comment bien intégrer plancher pelvien avec respiration dans certains mouvements qu'elles font dans leur sport ou des mouvements qu'elles font qui sont importants dans leur vie à eux. Puis, on va vraiment jusqu'au bout. Fait qu'on appelle ça une réintégration vraiment fonctionnelle des muscles plancher pelvien. Fait que ça commence à la base, d'être capable d'avoir une belle contraction, un relâchement, 100%. Sans nécessairement bloquer sa respiration. Puis ensuite de ça, de l'intégrer dans le mouvement, dans la vie de tous les jours. Puis c'est là que la réadaptation devient le fun, selon moi. Parce que là, on sort du contenu, puis on va dans tout ce qui est contenant, du bassin et fonctionnel. Puis, ce que j'aime dans la question, c'est comment retravailler les muscles plancher pelvien en postpartum. Dans ma pratique, il n'y a pas nécessairement de séparation prénatale, postpartum, même femme en ménopause, adolescente.
ça va être plutôt selon l'évaluation du plancher pelvien, qu'est-ce qu'on doit travailler. Fait que c'est pas tant de retravailler, parce qu'idéalement, on a travaillé en amont, enceinte, puis en postpartum, on continue. Mais l'important dans tout ça, c'est de travailler les muscles du plancher pelvien de plusieurs différentes façons, comme si c'était n'importe quel autre muscle du corps. Là. Oui, 100%. Puis ce que j'aime de ton approche, c'est que, puis je pense qu'Elisabeth en glissait un mot, c'est que c'est vraiment une approche globale, tu sais, dans le fond, que tu vas, pour certaines clientes, je pense même dans le gym avec elles, faire les exercices ou les aider à la réintroduction. Tu sais, moi, des fois, dans le bureau de la physio, elle me disait des affaires, puis j'arrivais finalement dans le gym, je me disais, ah, c'est quoi ça déjà? Ou tu sais, je m'en souvenais plus, fait que d'avoir, en tout cas, moi, c'est sûr que je vais aller voir bien pour vous. Mais j'ai la chance de travailler à Munéris, c'est un centre sportif à Montréal. Donc, j'ai accès à un gym qui est un gym fonctionnel. Donc, avec mes patientes qui font beaucoup d'entraînement fonctionnel, CrossFit. Fait que, il y a des toast bars à faire, des pull-ups. Je vais dans le gym pour leur montrer, pour leur donner confiance. Puis on va évaluer, on évalue la diastase, le doming pendant qu'ils font leur toast bar. J'adore. Donc, c'est ça. Ça l'aide à l'intégration de l'entraînement. Fait que moi, je suis chanceuse en tant que physio d'avoir accès au gym. C'était une de mes conditions, là, que mon bureau soit accessible. Qu'un gym soit accessible à mon bureau. Donc, ça complète tellement. Mais oui, ça complète l'approche. Ben oui, puis moi, j'adore, je m'entraîne, là, je fais la prog de Lily Barassin, le hybride course muscu. Moi, j'adore l'entraînement fonctionnel, je m'entraîne moi-même, donc les moments que je peux aller dans le gym avec mes patientes, j'adore. J'adore ça, c'est parfait, puis je le mettrai aussi dans la description, mais je l'avais adressé, mais je trouve ça tellement important. Tu avais justement fait une capsule qui est disponible sur le site de la Maison Bloom de Elisabeth qu'on a reçue il y a 2 semaines sur la santé pelvienne et périnéale pendant la grossesse, puis il y avait aussi la capsule postpartum, puis moi, je me l'étais procurée, puis je trouve que c'est un outil extraordinaire que tu peux avoir toujours à portée de main. Fait que je le rementionne, puis je vais mettre le lien aussi. Merci pour le feedback. Vous avez le podcast, mais il y a aussi encore quelque chose de plus précis là, pour les capsules. Continuons avec nos questions, là, parce qu'on s'évade un peu. Je ne sais pas si tu avais quelque chose d'autre à ajouter par rapport à ça, les fuites urinaires, quelles sont les causes et comment on peut aider. On l'a quand même abordé. Puis sinon, quelles sont les données probantes là, sur l'efficacité? Là, c'était la question de la rééducation pelvienne. Sur les fuites urinaires, je pense que tu avais dit que c'était comme A1. Là. Oui, A1. Puis, est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Je pense qu'on en a parlé tantôt de... Puis, je l'ai répondu dans le cadre de enceinte en postpartum. Les facteurs de risque pour l'incontinence urinaire par rapport à la grossesse, c'est l'augmentation de la pression vers le bas. Quelque chose de vraiment intéressant, un lien entre diastase et fuite urinaire. Il y a une étude qui est sortie, puis c'est vraiment pour aller challenger la pensée de « Ah, la diastase, c'est mauvais pour nous ». Il y a une étude qui est de 200 femmes enceintes ou en postpartum. Il est enceinte ou en postpartum? Bref, c'est pas tant grave dans ce que je vais te dire. Là, puis ça démontre que c'est important enceinte et en postpartum, la diastase et les fuites urinaires. Ils ont comparé les femmes qui avaient des diastases aux femmes qui n'avaient pas de diastase. Et ils ont aussi noté celles qui avaient des fuites et pas de fuites à l'effort. Parce que quand on parle de fuites urinaires, là, il y a différents types. Le plus commun, c'est les fuites urinaires à effort. Fait que, une fuite involontaire quand on tousse, on éternue. On met une grande pression sur le périnée. Puis ensuite de ça, il y a d'autres types de fuites. Cette étude-là, c'est fuite urinaire à l'effort. Puis celles qui avaient une diastase avait moins de fuites urinaires que celles qui n'avaient pas de diastase. Celles qui avaient une diastase avaient moins de fuites urinaires. Celles qui n'avaient pas de diastase avaient plus de fuites urinaires. Puis, c'est super intéressant. Il faut garder en tête que c'est une étude. Oui. Mais ça nous aide à penser à l'idée de la diastase est là pour une raison. T'sais, on a parlé de bébé va prendre la place, fait que c'est normal, les abdos se séparent. Mais quand on revient à l'idée de toute la gestion de la pression intra-abdominale, s'il y a plus de pression qui va vers l'avant, naturellement, il va en avoir moins dans les autres places du corps, dont, on va dire, vers le bas, le périnée. Fait que là, je simplifie vraiment, mais c'est juste pour comprendre s'il y a plus de pression vers l'avant, donc on penserait peut-être une plus grande diastase. Il va y avoir moins de pression vers le bas, donc peut-être moins de fuite. Fait que c'est une étude super intéressante
qui démontrent que la diastase n'est pas nécessairement l'ennemi. C'est que ça pourrait avoir un impact protecteur sur d'autres parties de notre santé abdominopelvienne. Ça me fait penser, là, que c'est moi qui déroge, mais la descente d'organes, on ne l'a pas vraiment abordé, là, mais est-ce que la descente d'organes, en tout cas, moi, personnellement, là, je vous le partage, mais il y avait une descente au niveau de la vessie et de l'utérus. Est-ce qu'une descente de vessie peut venir affecter les fuites urinaires? Est-ce que c'est parce que ta vessie est descendue un peu que tu vas avoir plus de fuites urinaires ou c'est pas corrélatif? Ou... Il n'y a pas de cause. Okay. Il n'y a pas de cause à effet là-dedans. Okay. La question simple, c'est la réponse simple, c'est il n'y a pas nécessairement le fait que tu as une descente va pas augmenter le fait que tu as une descente d'organes ne veut pas dire que tu vas avoir plus de fuites urinaires et vice versa. Ça va dépendre aussi du grade de la descente d'organes. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Non, c'est bien correct. C'était quoi la question initiale? Tu fais urinaire. Les données probantes, mais on l'avait répondu probablement. Oui, c'est super efficace de faire vérification. Puis les facteurs de risque pour fuite urinaire, c'était augmentation de la pression vers le bas. Oui. Donc, enceinte, c'est ça. Augmentation, c'est ça, du poids pendant la grossesse aussi. Tout ce qui est sport à impact. C'est aussi, c'est pertinent, une petite nuance. En général, là, on parle pas nécessairement d'être enceinte ou pas. Le fait de faire de l'entraînement à haut impact augmente les risques de fuite urinaire. Ça, c'est établi. Ouais. Le fait d'être enceinte augmente les risques de fuite urinaire. Il y a du monde qui se demande, OK, le fait d'être enceinte et en plus de faire de l'entraînement à haut impact, peut-être que ça va doubler le... Exactement. Ouais. Puis la fameuse étude dont je parle depuis tantôt, l'étude de Christina Prévette, suggère que non, pas nécessairement le double. C'est vrai que dans cette étude-là, en postpartum, celle qui avait soulevé des charges avait une plus grande incidence de fuite urinaire comparée au taux global. Oui. Pas dans cette étude-là, mais si on voit les statistiques de OK, en postpartum, X% de femmes ont des fuites. Celle en postpartum, dans cette étude-là, avait plus de fuites. Mais il faut aussi garder en tête qu'à la base, c'est des femmes qui font du sport à impact. À impact, oui. Ça provient peut-être de ce. Exactement. Fait qu'il y a une petite nuance de le fait que tu es enceinte et le fait en plus que tu fais des charges lourdes va pas nécessairement augmenter tes risques de fuite urinaire de façon exponentielle. Donc, ça l'aide à sécuriser mes patientes qui décident de continuer à s'entraîner avec impact. Là, parce que faut garder en tête que dans les recommandations de base, l'impact n'est pas contre-indiqué là, comme entraînement physique. Là. Puis aussi, ça me fait penser parce que, tu sais, souvent, on voit ça fuite urinaire. Moi, j'avais jamais eu ça avant d'avoir un enfant. Puis juste de faire ma contraction, tu sais, que j'ai appris là, vraiment de base, avant, je sais que j'éternue ou que je vais tousser, de faire ma contraction avant, de la tenir pendant, puis après, ça l'aide, là, tu sais, ça fait une différence. Fait que, tu sais, ça peut être très simple, c'est pas obligé d'être... Exactement. Là, tu continues de le travailler, fait que c'est encore mieux, mais ça se règle ou en fait, ça se gère plus facilement qu'on pense, je pense. Exactement. C'est le fameux verrouillage du périnée. Fait que oui, tu sais, les traitements sont efficaces, puis on voit des résultats quand même vite. Ça peut être simple, ça n'a pas besoin d'être super complexe. Là, on en parle aujourd'hui, puis je rentre dans les études, fait que ça a l'air complexe, mais en réalité, t'as pas besoin d'être complexe le retour, la réadaptation en santé pelvienne. Puis, on a une dernière question. Qu'est-ce qui peut faire en sorte, puis là, je sais qu'il peut y avoir différents aspects, mais qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on peut ressentir une douleur au niveau du plancher pelvien? Je te disais, moi, quand j'étais enceinte, j'avais comme la fameuse barre dans le bas du ventre, puis là, automatiquement, j'ai attribué ça à mon plancher pelvien. Mais qu'est-ce qui pourrait faire en sorte, ou c'est quoi... Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on devrait consulter, mettons, une douleur qui vient comme trop intense ou comment que tu voyais ça? OK. Fait que s'il y a une douleur ou quelque chose qui semble anormal, on devrait consulter. Okay. Parce que le corps t'envoie un message quelconque. Qu'est-ce qui peut causer des douleurs au niveau plancher pelvien ou ceinture abdominale ou le bassin? Il pourrait avoir une cause d'un certain déséquilibre au niveau musculaire. Fait que, on pense à un plancher pelvien qui est peut-être un peu trop actif, trop tendu, ou au contraire, des fois, c'est un plancher pelvien qui peut-être n'est pas assez fort, fait que donne pas assez de soutien à tout ce qui est base de bassin, fait qu'on peut développer peut-être d'autres douleurs au niveau lombaire, symphysibienne, etc.
Fait que tant une hyperactivité qu'une activité qui est passée des muscles du plancher pelvien. Il y a des causes aussi hormonales qui peuvent arriver. Puis là, ça, c'est pas mon expertise, entre autres, mais il peut y avoir des causes hormonales, il peut y avoir des causes dermatologiques. Fait que, on pense aux lichens scléreux, des conditions dermatologiques qu'on ne penserait pas que le plancher pelvien fait partie de ça, mais oui, il y a des tissus, puis ils peuvent avoir certaines conditions-là. Il peut aussi avoir des aspects neurologiques. Fait que, on a notre nerf pudendal qui innerve tout ce qui est muscle du plancher pelvien. Fait que s'il y a quelque chose à ce nerf-là, ou au niveau où est-ce que le nerf il passe dans tout ce qui est colonne vertébrale, sacrum, ça peut avoir un impact sur des douleurs, créer des symptômes neurologiques. Fait que, des douleurs type choc électrique, engourdissement, etc. Fait que ça serait... ça serait une problématique au niveau des nerfs qu'on appelle périphériques. Fait que, les nerfs qui vont vers... les extrémités, mettons. Exactement. Okay. Et sinon, des fois, il y a des dysfonctions au niveau du système nerveux qu'on appelle central. Fait que ça, c'est comme un autre genre de condition qui peut aussi avoir un impact sur les muscles du plancher pelvien. Fait qu'il y a plein de... C'est pas juste un débalancement musculaire qui peut causer des douleurs, mais en physio, on est... Les experts en tout ce qui est système musculo-squelettique, ça inclut le plancher pelvien. Fait qu'on a un grand... on se concentre quand même beaucoup sur la fonction des muscles du plancher pelvien. Y aller plus spécifique sur c'est quoi qui pourrait causer la douleur. Là, exactement. Du plancher pelvien. Puis aussi, je voudrais rajouter qu'en allant voir une physiothérapeute, souvent dans la grossesse, moi, j'avais mal au côte, j'avais mal ailleurs. Elle a pu m'aider dans d'autres choses. Fait que, oui, c'est pertinent aussi pour le plancher pelvien, mais en même temps, ça te fait un one-stop shop, si on veut, dans le sens où est-ce qu'elle peut t'aider avec toutes les autres douleurs qui souvent sont engendrées ou qui viennent avec la grossesse, avec le changement, le poids vers l'avant, la posture, etc. Fait que je trouve que c'est tellement pertinent d'avoir ce suivi-là. Ah, je suis contente de savoir que ça t'a aidé. Puis, j'aimerais terminer en te demandant, c'est quoi qui s'en vient pour BDG Physio, pour Bianca? Est-ce que tu avais une mission? Y a-t-il quelque chose où tu te vois dans les prochaines années? C'est sûr, comme j'ai dit tantôt, moi, ma mission, c'est d'aider les femmes actives ou les athlètes féminines avec tout ce qui est santé pelvienne. Ça inclut débuter le doctorat en septembre 2024. Puis mon sujet de thèse, ça va être la santé pelvienne chez les athlètes féminines, plus spécifiquement les coureuses, qui est une nouvelle population pour moi, dans le sens que j'ai été gymnaste. J'ai découvert récemment mon amour pour le surf. Oh, OK, nice. J'ai déjà fait des cours de danse parce que je traite, étant ancienne gymnaste, je traite des gymnastes, je traite des danseurs professionnels. Quand j'avais commencé à traiter des danseurs professionnels, j'avais pris des cours de danse pour comme bien comprendre ce sport-là. Puis là, l'an prochain, je me lance dans le monde des coureuses. Et c'est pour ça, entre autres, que j'ai commencé la prog de Lily. Oui, hybride, oui. Course et muscu, parce que je veux vraiment m'immerser dans ce monde-là puis le faire par moi-même. Là, je m'évade encore. Mais fait mission, c'est d'aider les femmes actives, peu importe le sport. Puis je me challenge quand même à essayer d'autres sports là-dedans. Oui. J'ai la chance de pouvoir donner des conférences au niveau universitaire. Donc, cette semaine, je m'en vais à l'UQAM donner une conférence dans le département de sexologie, dans leur cours de dysfonction périnéale, douleur, etc. J'ai commencé à offrir une formation aussi avec une de mes collègues, Émilie Fournier, qui est physio-périnéale et physio du sport à la base. OK. Fait qu'on offre des formations dans des gyms pour former les entraîneurs à pouvoir très suivre intéressant. tout ce qui est santé de la femme enceinte en postpartum, celle qui décide de s'entraîner. Oui. Fait que, plein de petits projets comme ça, mais à la base, la mission reste d'aider les femmes actives avec leur santé pelvienne. J'adore. Puis où est-ce qu'on pourrait te trouver? Soit sur Instagram, ton site web, comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec toi si on veut faire affaire avec toi puis avoir tes services? Donc, sur Instagram et le site web, en fait, c'est BDG Physio. Oui. C'est quand même très clair. Ouais. Puis, je suis aussi excitée de partager que pour rendre la physiothérapie périnéale un peu plus accessible, surtout pour celles qui sont en région, qui n'ont peut-être pas de physio périnéale, je lance tranquillement des offres de services en ligne, de suivi en téléréadaptation pour la santé pelvienne, parce que c'est quand même possible. Oui. Okay, cool. Puis il y a des données probantes aussi pour démontrer l'efficacité de la physio périnéale via l'Internet. Ouais. Fait que,
en ligne. Donc, s'il y a des patientes ou des auditrices qui sont intéressées, ils peuvent m'écrire directement sur les réseaux sociaux, Excellent. sur Internet. Je vais tout mettre ça là, dans la description du podcast pour qu'ils puissent te retrouver. Mais un gros merci, Bianca. Wow, les connaissances que tu nous as apportées. Merci tellement pour ton temps et d'avoir accepté l'invitation. Ah, merci, Ariane. C'était vraiment le fun. À la prochaine. Merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode de Motherhood Unfiltered Podcast. Si vous avez apprécié notre moment ensemble, n'hésitez pas à aller laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt!